Bonsoir, bienvenue à nos séminaires et webinaires plutôt habituels du premier jeudi de chaque mois. Je vous rappelle que c'est la Fondation Alzheimer qui est à l'origine de ces séances et l'idée est vraiment de vous apporter des aspects extrêmement concrets, compréhensibles de la maladie d'Alzheimer, rapportés par les meilleurs scientifiques et les meilleurs spécialistes français de la spécialité. Nous allons aujourd'hui traiter d'un problème qui est en fait extrêmement concret. Chaque fois que malheureusement on a un proche qui est atteint de la maladie, on voit apparaître un certain nombre de symptômes. Alors généralement on dit ben, il a des trous de mémoire, ben, il a ci. Les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus diverses. Et aujourd'hui on va vous présenter un peu comment ces symptômes apparaissent, pourquoi ils apparaissent, quelles en sont les raisons et les conséquences. Tout ça pour permettre, si malheureusement on doit faire face à de telles éventualités, de mieux les appréhender et de mieux les gérer avec la personne malade. Donc pour cela, on a aujourd'hui trois spécialistes. La première, c'est le professeur Marie Sarrazin. Marie est professeure de neurologie à l'hôpital Sainte-Anne, en psychiatrie et en neurosciences, au groupement hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences à l'université de Paris. Nous aurons ensuite le professeur David Wallon, professeur de neurologie, habitué de notre plateau, qui dirige le CM2R, le Centre Mémoire, Ressources et Recherche de Rouen, au Centre hospitalier universitaire. Et enfin, nous terminerons par le docteur Martin Mouisson, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, le groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à Paris. Tous trois vont nous présenter certains aspects des symptômes de la maladie et vont vous aider à mieux gérer et mieux comprendre ce qui se passe dans la vie des personnes malades. J'appelle donc le professeur Marie Sarrazin à venir présenter sur scène son intervention. Donc, bonjour. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez, me voyez? Vous entendons parfaitement, on voit parfaitement les diapositives. Alors, bonjour à tout le monde. Et je remercie la Fondation Alzheimer de me permettre de vous parler de cet aspect très concret, effectivement, du quotidien des patients qui ont des problèmes de mémoire consécutifs à une maladie d'Alzheimer. Donc, juste pour rappeler que je n'ai pas de conflit d'intérêt pour le contenu de cette conférence, mais nous avons fort heureusement plusieurs sources de financement pour la recherche académique, dont la Fondation Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui touche exclusivement le cerveau et qui s'installe sur plusieurs années, comme vous voyez ici, qui entraîne une mort des neurones. Et vous voyez, je ne sais pas si on voit le petit sigle quand je le balade. Bon. En tous les cas, vous voyez sur le cerveau en bas à droite, un patient qui a une maladie d'Alzheimer et les sillons qui sont dilatés, qui sont la conséquence de la maladie et des morts de neurones. Et pourquoi je montre ça? C'est parce qu'en fait, ce sont surtout les régions qui sont impliquées dans les fonctions cognitives qui sont atteintes. Et par contre, les régions motrices et sensitives sont respectées, ce qui explique que les patients peuvent marcher et se perdent quand ils ne trouvent plus leur chemin. La maladie d'Alzheimer est consécutive de lésions cérébrales et biologiques, et en trop de deux principales protéines qu'on appelle la protéine Tau, c'est un acronyme, Tubule Associated Unit, enfin des initiales, et d'une autre protéine amyloïde. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, ces lésions, et en particulier la protéine Tau, ne s'installent pas du jour au lendemain dans tout le cerveau, mais suit un schéma assez prototypique que je vais vous présenter ici. Vous voyez en haut à droite un cerveau, une vue de profil, à droite l'avant et l'arrière, et en dessous une vue interne mésiale du cerveau. Et les lésions, ah ben là ça marche pas. Bon, alors les lésions débutent en fait dans une région interne qui est surtout impliquée dans les processus de mémorisation et ensuite diffusent dans d'autres régions du cerveau. Alors là, je ne peux pas vous montrer le déroulé. Je crois que David Wallon a le même schéma et il vous le montrera dans un second temps. Mais c'est simplement pour expliquer que les lésions ne débutent pas dans l'ensemble du cerveau. Elles sont associées à des régions spécifiques. Or, le cerveau, il est organisé sur un plan anatomo-fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a des régions anatomiques qui sont associées à des fonctions cognitives spécifiques. Alors ici, ça a un schéma de notre cerveau avec des couleurs qui correspondent aux principaux lobes du cerveau, qui sont des régions anatomiques.
En bleu, c'est le lobe temporal, au regard de l'os temporal. En vert, le lobe occipital. En orange, le lobe pariétal. Et en rose, le lobe frontal. Et chacune de ces régions est spécifiquement, en tous les cas préférentiellement, associée à des fonctions cognitives. Par exemple, le lobe occipital, la vision. Pourtant, c'est la région du cerveau qui est le plus éloigné de l'œil, qui est en avant. Et en bleu, c'est le lobe temporal, et c'est cette région anatomique qui est impliquée dans les processus mnésiques de mémorisation. Plus précisément, dans le lobe temporal, vous voyez ici sur la diapositive la vue de profil du cerveau, et à côté une vue interne, mésiale, l'intérieur du cerveau, comme si on coupait au milieu. Et au milieu du cerveau, on a deux hémisphères, un gauche et un droite. Et là, il y a une vue qui vous est présentée. Et vous voyez en orange une région anatomique qu'on appelle l'hippocampe. Donc, on a un hippocampe droit et un hippocampe gauche. Et cette région anatomique, qui est celle qui est atteinte au début dans la maladie d'Alzheimer, c'est la région qui est impliquée dans la capacité de mémoriser des nouvelles informations, ce qui explique les premières difficultés du patient. Alors, les stades débutants de la maladie se caractérisent par des difficultés donc, de mémorisation des informations nouvelles, avec des difficultés donc, de mémoriser au fur et à mesure. Ce stade de la maladie qui est donc très focalisé sur ces difficultés de mémoire peut durer plusieurs années. Alors on va dire de 2 à 5 ans, en fait, ça peut être beaucoup plus long en fonction de la réponse au traitement. Et puis il y a des formes d'évolution très lentes de la maladie qui peuvent donc s'étendre sur plusieurs années avec ces difficultés mnésiques qui peuvent un peu s'accentuer, mais finalement rester assez focales. Parce que c'est cette région anatomique du cerveau qui est atteinte. Alors, à ce stade, il faut bien comprendre qu'avoir une difficulté objective dans la mémoire, c'est différent que de fait de ressentir soi-même une difficulté de mémoire. L'un et l'autre ne sont pas forcément corrélés ou associés. Si je demande à quelqu'un s'il est de la mémoire, quelqu'un répond oui. En général, tout le monde est mécontent de ses capacités musiques. On a toujours l'impression que notre mémoire nous fait défaut au moment où on en a besoin. Et en réalité, c'est même normal, puisqu'on estime que plus de 50% des gens après 50 ans se plaignent de leur mémoire. Donc, on est dans la norme, dans la normalité. Pourquoi ? Parce que c'est un processus qui est le reflet de plusieurs paramètres. D'abord, les facteurs psychosociaux, donc l'isolement avec une diminution de la motivation, de l'envie. Les facteurs type anxiété, dépression, avec une diminution de la confiance en soi. Mais aussi donc un des facteurs plus biologiques avec des anomalies, des lésions des neurones, et donc là une diminution réelle des performances. Sur un plan médical, c'est cet aspect-là qu'on va essayer nous d'étayer pour poser un diagnostic. Mais en même temps, quand on a une vraie amnésie, de vraies difficultés de mémoire, c'est-à-dire des vrais oublis qui sont liés à une atteinte organique, une maladie des neurones, on peut avoir des oublis, avoir tendance à minimiser ces difficultés. Donc, se plaindre de sa mémoire, ça peut être relativement banal et pas le signe d'une maladie, alors qu'au contraire, les minimiser peut être plus préoccupant. C'est pourquoi on va dire que ressentir ces capacités de mémoire peuvent se distinguer en deux plans, les vraies maladies de la mémoire et les fausses maladies de la mémoire. C'est une façon un peu imagée de dire, en parlant de vraies maladies de la mémoire, on va dire là où il y a vraiment des anomalies des neurones, comme on peut le voir dans la maladie d'Alzheimer ou dans d'autres pathologies neurologiques. Les fausses maladies de la mémoire, c'est un ressenti de ces difficultés de mémoire, mais sans qu'il y ait une atteinte biologique des processus mnésiques liés à un mécanisme neuronal. Dans les vraies maladies de la mémoire, on peut avoir des oublis, donc une sous-estimation des conséquences de l'amnésie, une anxiété qui peut quand même être présente avec des gens qui sont anxieux, perplexes, mais qui ne va pas être formulée au premier plan. Et souvent, les patients vont consulter sur la demande d'un proche. À cela s'associe un point qu'on appelle l'anosognosie. Anosognosie, ça veut dire absence, nosographie, c'est la maladie, gnosie, la connaissance. C'est-à-dire, je n'ai pas connaissance de ma maladie, je vais méconnaître mes symptômes. C'est très fréquent chez les gens qui ont une amnésie d'avoir en plus de ça une anosognosie. Ce n'est pas un déni psychique, c'est vraiment un symptôme cognitif qui a d'ailleurs été décrit initialement, non pas pour la mémoire, mais pour des gens qui étaient paralysés d'un hémicorps et qui ne se rendaient pas compte qu'ils avaient une paralysie. Ce n'est pas propre à la mémoire et c'est très fréquemment associé aux problèmes de mémoire. Et à l'inverse, chez les gens qui ont par exemple une anxiété ou d'autres types de difficultés de mémoire, il peut y avoir au contraire une surestimation de leur retentissement, il peut y avoir une dépression, une anxiété
révélatrice, qui va être révélée par ces difficultés de mémoire. Et souvent, les gens, ils consultent parfois seuls et ils sont en demande de bilan. Ce qui fait qu'on va, nous, essayer en tous les cas, on va s'inquiéter sur des problèmes ressentis ou décrits de mémoire, c'est le fait que les oublis sont constants, persistants, continus et pas seulement occasionnels. Souvent, les gens ont tendance à répéter plusieurs fois la même chose, à poser les mêmes questions sans s'en rendre compte. Ils peuvent avoir des difficultés dans des domaines spécifiques du quotidien, par exemple comme gérer les comptes, s'orienter dans des lieux inhabituels, s'exprimer, planifier, organiser des activités non routinières comme organiser ses vacances. Et puis le fait donc, que l'inquiétude de l'entourage a tendance à être minimisée par le patient, donc avec cette anosognosie et puis cet oubli des oublis. À l'inverse, l'inquiétude sur sa mémoire, l'insatisfaction de ses performances est fréquente et pas forcément inquiétante au premier plan. Par exemple, oublier ce que l'on vient chercher dans une pièce, c'est assez banal. Les difficultés des noms propres également. Et puis le fait de ne pas se souvenir automatiquement de quelque chose qu'on a fait, d'être obligé de faire un effort, bien, c'est des choses banales également. Comment on teste la mémoire? Alors, la mémoire épisodique, celle que l'on va tester, c'est une mémoire verbale. Donc, on fait apprendre des mots au sujet et on va vérifier un certain nombre d'étapes. Vous voyez, ici, sont représentées une première étape dite d'enregistrement, une deuxième étape dite d'une formation d'une trace mnésique, là où est impliqué l'hippocampe, et ensuite l'étape de rappel. Dans l'étape d'enregistrement, on va vérifier que le sujet... Est-ce que vous voyez mon... Est-ce que c'est vu quand je bouge le petit signal, là? Je ne sais pas. Bon, en tous les cas... Pardon Marie, en fait, on ne voit pas la souris qui se déplace. Présenter comme ça, c'est pas simple. Ouais. Alors, donc, je disais qu'on donne des mots à apprendre et puis à chaque mot, on donne un indice sémantique, c'est-à-dire un accrochage un peu plus global pour aider le sujet à mieux enregistrer et retenir les mots. Donc, la boisson au mot limonade, l'insecte au mot sauterelle et le mot véhicule au mot camion. On fait faire des petites tâches interférentes mentales pour pas que la personne garde les mots en boucle dans sa tête. Puis ensuite, quelques instants après, on va lui demander de nous redonner les mots formulés. Si le sujet arrive à donner les mots, à nous les reformuler, dans ce cas-là, on sait que l'hippocampe a bien fonctionné, évidemment. Mais s'il n'arrive pas spontanément, on va lui redonner les indices sémantiques, c'est-à-dire on va l'aider. On va dire il y avait une boisson, il y avait un insecte, il y avait un véhicule. Et si là, les mots sont efficaces, c'est-à-dire il va nous dire ah oui, il y avait une limonade, une sauterelle et un camion, eh bien là aussi, c'est que les mots avaient bien été enregistrés, donc l'hippocampe n'est pas malade, et ce sont les difficultés de stratégie de récupération qui sont déficitaires, ou en tous les cas non efficientes. Par contre, si quand je lui donne le mot boisson, insecte et véhicule, il n'arrive pas à les formuler, il n'arrive pas à donner les mots, et parfois même il donne un mot à côté, eh bien on sait qu'ici l'hippocampe n'a pas fonctionné et qu'il y a authentiquement une vraie amnésie. Donc ça donne des profils assez stéréotypés, qui sont chez des sujets normaux, on va dire, ou personnes âgées. C'est des tests où on ne peut pas être à 100%, donc c'est un peu normal, on rappelle libre, qu'on appelle spontané, quand ils vont essayer tout seuls de redonner les mots, d'être pas à 100%, mais dès qu'on va donner l'indice sémantique, donc on va faciliter le rappel, ils vont normaliser le rappel. C'est pareil pour la dépression. Par contre, chez les patients qui débutent une maladie d'Alzheimer, eh bien, spontanément, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à dire les mots. Ils y arrivent, mais pas complètement, et un peu moins que les autres groupes de sujets. Et malgré l'indice sémantique, malgré l'aide et la facilitation au rappel, ils ne vont pas normaliser. Donc ça s'améliore, c'est pour ça que c'est important de travailler avec les orthophonistes. Mais le fait qu'ils n'arrivent pas à normaliser est pour nous le signe que l'hippocampe, les neurones de la mémoire n'ont pas réussi à fonctionner correctement et qu'il y a une maladie qui affecte cette région anatomique du cerveau. Alors, un petit point important, c'est que la mémoire n'est pas une entité unique. Il y a plusieurs processus mnésiques dans le cerveau qui dépendent de régions anatomiques distinctes. Celle de la mémoire dont je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique des événements de vie, des épisodes du quotidien. Par exemple, où vous avez passé votre anniversaire, votre dernier anniversaire. C'est un événement, votre mémoire épisodique, qui est propre à chacun. Donc ça, c'est nous ce que l'on étudie et qui est très lié pour former ces souvenirs, et ces nouveaux souvenirs passent par les régions de l'hippocampe. Il faut que l'hippocampe soit intègre pour former ces nouveaux souvenirs.
Il y a un autre type de mémoire qu'on appelle la mémoire sémantique. Ça, c'est la mémoire partageable par tout le monde, encyclopédique. Par exemple, qu'est-ce qu'un kangourou ou où se situe la statue de la liberté. Ça fait partie d'une mémoire, mais qu'on partage tous ensemble. Ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Et ça ne dépend pas des mêmes régions anatomiques dans le cerveau, donc on peut avoir des atteintes dissociées. On peut avoir un profil amnésique épisodique, donc avoir des difficultés pour se souvenir de ces épisodes de vie, mais au contraire avoir une bonne mémoire générale des faits culturels, etc. Et inversement. Et puis il y a un autre type de mémoire qu'on appelle la mémoire implicite, c'est-à-dire une mémoire automatique, les savoir-faire, qui également passent par d'autres régions anatomiques et qui sont très souvent bien préservées, longtemps préservées dans la maladie d'Alzheimer. C'est tout ce qu'on va décrire comme des savoir-faire, des habitudes, en particulier les habitudes motrices, comme faire du vélo, mais ça peut être aussi jouer au Scrabble, jouer au bridge, jouer au piano, tricoter, etc. Le conditionnement, alors j'ai mis une araignée, ça peut être avoir peur d'une araignée, avoir des bons réflexes vis-à-vis de ça. Et puis l'amorçage, c'est des mécanismes plus associatifs. Si je montre une madeleine et que je vous parle, je vous dis le mot littérature, tout le monde va penser à Marcel Proust. Donc il y a une association qui est faite, qui peut être générale, comme ici sémantique, mais qui peut être aussi très propre à chacun. Et ça passe par des mécanismes implicites, automatiques, et souvent avec des réseaux, beaucoup qui font fonctionner les processus affectifs. Cette mémoire-là, elle est préservée dans la maladie d'Alzheimer. Ce qui fait que si je vous résume ça en mémoire altérée et mémoire respectée dans la maladie, vous allez avoir une mémoire altérée qui est celle des oublis des faits très récents. Les nouveaux souvenirs ne se constituent pas, avec une amnésie au fur et à mesure, ces répétitions des questions, ces répétitions des entités, des phrases, surtout dans les conversations, des oublis des années que ça se passe dans la journée, et le patient ne se rend pas compte de ces oublis. À l'inverse, vous pouvez avoir une préservation des souvenirs des faits anciens qui ont été acquis avant la maladie, quand l'hippocampe fonctionnait correctement, et ces souvenirs-là, ils sont tout à fait restituables. Alors, ici, ce sont quelques exemples en fait, de patients en consultation. Ici, un monsieur qui parle de ses difficultés. Manifestement, j'ai des difficultés à mémoriser. Si j'essaie de mémoriser, par exemple, ce que j'ai fait il y a 2 jours, ou même hier, c'est difficile. Il faut que je me concentre énormément. En fait, je m'appuie beaucoup sur mon épouse. C'est elle qui m'aide à me souvenir, mais je ne me sens pas gênée pour penser ou raisonner. Je crois que je suis le même qu'avant ma maladie. Donc là, ce patient décrit relativement bien ce qu'il perçoit de ses difficultés amnésiques. Et à juste titre, on voit que cette mémoire, cette atteinte de la maladie à ce stade-là de la maladie, c'est-à-dire quand elle est très focale sur l'hippocampe, ne gêne pas le raisonnement et les choix du sujet. Un autre cas ici, un monsieur de 78 ans, ma mémoire s'en va, j'ai pris l'habitude de ne plus prendre la parole lors des repas de famille car je ne me fais plus confiance. Comme je suis le patriarche, ça passe bien, je ne crois pas que mes enfants s'en rendent compte. Donc ce monsieur ressent ses difficultés, il en souffrait, et il avait adopté cette stratégie et qui était, en fait, lui permettait de garder sa place au sein de la famille et les repas de famille. Mais il ne se rendait pas compte que son entourage était inquiet, et ses enfants, évidemment, s'en rendaient compte, et c'est même eux qui avaient motivé la consultation. Donc là, il y a une part quand même de difficulté à prendre conscience de l'intensité de ces difficultés de mémoire, qui est paradoxale, avec une bonne stratégie pour y faire face, et cette tendance à se mettre en retrait qui est assez fréquente chez les patients. Une autre situation d'une femme de 68 ans en consultation, donc je lui demande « Votre mémoire vous gêne? Je suis contente de moi. Vous êtes contente de votre mémoire? Non, je ne suis pas contente. En fait, je ne sais pas. Si je dis que c'est parfait, je pense que je mens. Vous dites ce que vous ressentez, c'est ce qui est important. Pensez-vous qu'une maladie est responsable de vos difficultés? Je ne sais pas, peut-être. Vous me donnez des médicaments, ça me fait du bien. » Donc là, c'est une patiente qui a une amnésie, un diagnostic de maladie d'Alzheimer dont elle est informée, mais qui a cette part d'anosognosie, qui a du mal à se rendre compte finalement de l'intensité de ses difficultés, qui adhère bien à la prise des médicaments. Ces patients-là, la difficulté qu'on peut avoir, c'est le fait qu'ils acceptent des aides au domicile, en particulier quand les gens vivent seuls. On a besoin de consolider et de sécuriser la prise des médicaments par un passage infirmier, et ils ont souvent du mal un petit peu à accepter cette aide, parce qu'ils la trouvent souvent excessive et pas forcément justifiée.
Une autre situation d'une dame un peu plus âgée qui était accompagnée par sa fille en consultation et qui vivait seule. Ma mémoire me fait des caprices, ça c'est sûr, surtout que maintenant j'écris moins. Avant j'écrivais, je notais tout, mais j'écris moins. Et pourquoi? Je ne sais pas, ça me tente moins. Mais j'essaie quand même de noter les choses essentielles, par exemple que j'ai un rendez-vous avec un tel dans 1 ou 2 semaines pour m'en souvenir. Je prends mon carnet et je note à la date. Comme ça, quand j'arrive à la page, je peux m'en souvenir. Enfin, quand je retrouve mon carnet. Donc, elle éclate de rire. Parfois, je le pose quelque part et je ne sais plus trop où. Et qu'avez-vous fait hier? Je crois que je suis restée chez moi, peut-être aux grandes dames de ma fille, que je suis allée boire une bière. Quand il fait beau, je vais me promener le long du canal. J'aime énormément ça. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit. On voit des bicyclettes, des voitures d'enfants. Et hier, vous êtes allé vous promener? Il faisait beau hier? Oui, il me semble que j'y suis allée hier. Je ne sais plus. Le canal Saint-Martin, c'est un endroit que j'aime beaucoup. On voit des bicyclettes, des voitures d'enfants. Il n'y a pas de bruit. Avant, c'était un endroit infect, mais depuis les travaux, c'est vraiment un endroit très agréable. Ils ont vraiment transformé ce quartier. Vous voyez que elle a tendance à reprendre les mêmes items, à répéter et à répondre de façon assez stéréotypée, car effectivement, elle a cette habitude d'aller se promener, donc elle va répondre sur un mode un peu global à la question. Sa fille, à ce moment-là, intervient et va dire « Je ne suis pas sûre que tu y sois allé hier, car j'ai téléphoné dans l'après-midi et tu étais là, tu étais chez toi. » Et d'autant plus, il faisait mauvais, il pleuvait la veille. « Oui, hier, peut-être, je suis incapable de le dire. » Donc là, tout l'enjeu de la conversation, de l'entretien, c'est de l'aider aussi à mieux se situer dans la conversation, dans son histoire. Mais on voit bien aussi ces difficultés que quand on veut évaluer des difficultés de mémoire, il faut vraiment d'abord prendre le temps, s'appuyer sur un entourage et faire la part des choses entre ce qui va être routine de conversation, routine de vie, avec vraiment une mémoire beaucoup plus précise des événements. Une autre situation, plus sur la question de l'anosognésie, les difficultés pour se rendre compte de ces difficultés de mémoire. C'est difficile de vous dire ce qui ne va pas très bien. Si j'allais bien, je ne viendrais pas vous voir. Vous venez me consulter car je suis neurologue. Avez-vous une maladie du cerveau? Non, je ne pense pas, mais si je suis là, c'est que je dois en avoir une. Cette patiente est informée du diagnostic, reçoit les courriers et les comptes rendus au domicile. Avez-vous des difficultés de mémoire? Non, en tout cas, je n'en souffre pas. Nous avons constaté que vous avez des difficultés pour retenir certaines choses, pour vous souvenir. Ah, c'est possible, mais ça ne me gêne pas. Connaissez-vous des maladies qui touchent la mémoire? Non, je ne connais pas de maladie de la mémoire. Il y a une maladie assez connue qui s'appelle la maladie d'Alzheimer. Oui, ça me dit quelque chose. L'Alzheimer, oui, bien sûr. On oublie tout. On oublie plein de choses. Êtes-vous concerné? Je suis en train de me poser la question. Je n'en souffre pas. Je n'ai pas l'impression d'oublier beaucoup de choses. Et qu'en pense votre mari? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à sa place. Il vous aide? J'ai un mari presque parfait. Je ne peux pas rêver mieux. J'ai tiré le meilleur. Peut-être que pour lui, c'est plus difficile. Il pourra vous dire plus de choses que moi. Donc là, voilà, toute cette situation de cette patiente que j'essaye d'aider à un petit peu à comprendre où elle s'en situe de sa maladie, puis pourquoi elle vient de me voir, et qui finalement a cette relation très forte avec son mari qui lui permet aussi d'avoir un apaisement dans son quotidien. On voit bien qu'elle ne serait pas capable non plus de faire face seule à sa situation. Alors ça, je vais passer, voilà. Et quand la maladie va évoluer, les problèmes de mémorisation vont s'aggraver. Alors, la mémoire au quotidien, mais aussi les patients vont avoir beaucoup plus de difficultés pour communiquer avec des troubles du langage qui peuvent apparaître. Et là, les patients, évidemment, ont besoin d'aide et ne peuvent pas vivre seuls. Et quand je reprends, si vous vous souvenez du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, on peut avoir des troubles du langage qui vont apparaître. Le langage, c'est un faisceau, c'est un réseau, avec des régions plus pour la compréhension et pour la production. Et dans la maladie d'Alzheimer, on va surtout tester ça par des dénominations de dessin, par exemple, et ça peut aussi s'entendre dans la conversation avec des gens qui cherchent les mots. Le mot ne vient pas tout de suite, donc le langage peut devenir haché. Les mots peuvent être mal formulés avec des problèmes de syllabes qui sont mal prononcés. Mais si on aide le sujet à trouver le mot, si on complète la phrase, à ce moment-là, les choses vont arriver. Ils n'ont pas de perte au premier plan du sens des mots. Ce n'est pas la mémoire des mots qui est altérée, c'est vraiment plutôt comme un dictionnaire qui s'efface un petit peu dans son contenu. Alors, par exemple, ici, un rhinocéros. Ah oui, c'est comment ça s'appelle déjà? Un rhinocéros, oui, c'est ça. Donc, le sujet là, arrive à bien identifier le dessin
Et si je l'aide en donnant le début du mot, il va arriver à trouver et à répondre complètement. Pour le parapluie, c'est pour se protéger. On le prend avec soi. Oui, mais comment ça s'appelle? Ah, je vois très bien, c'est un parapluie. Voilà, donc l'ébauche orale, le début du mot, va faciliter la prononciation. Du coup, souvent, pour se faire comprendre, quand les mots ne viennent pas, ils font ce qu'on appelle des périphrases, comme « je suis nouveau dans ceux qui ne travaillent plus ». Quelqu'un, évidemment, qui vient de prendre sa retraite. Donc, ils vont s'exprimer un petit peu comme ça. Ils peuvent, quand la maladie va évoluer, également avoir des difficultés pour comprendre, surtout les phrases qui vont être longues ou avec des syntaxes complexes, parce que ça nécessite un maintien intentionnel entre le début de la phrase et la fin, et là, ils peuvent perdre un petit peu pied. Donc, les problèmes de compréhension peuvent à ce moment-là apparaître. Et c'est assez distinct de ce qu'on peut voir dans d'autres pathologies qui touchent la mémoire sémantique, donc la mémoire du sens des mots. Et on a des maladies chez lesquelles les patients n'ont aucun problème de mémoire épisodique. Donc eux, ils savent très bien où ils ont passé leur anniversaire, ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner et fait la veille. Par contre, ils ont perdu le sens des mots. Et alors là, je vous montre un petit exemple. Qu'est-ce qu'un igloo? Un igloo, c'est un petit singe. Un animal, oui. On trouve les igloos dans les pays chauds, les pays froids. Au nom, dans les pays chauds. Et qu'est-ce qu'un kangourou? Un animal, je ne le vois pas très bien, ce n'est pas comme un chien, ce n'a pas la même façon d'être. 14-18, ça vous évoque quoi? Ce sont des chiffres, 14 et 18, un numéro de téléphone peut-être. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui a une atteinte d'un autre type de mémoire qui est la mémoire sémantique. Donc, sur le plan du langage, ça donne des gens qui vont parler beaucoup, mais avec des mots qui ne sont pas à leur bonne place, qui ne sont pas les mots qu'on attend dans le vocabulaire et qu'on peut avoir beaucoup de difficultés à les comprendre. Et souvent, ils n'ont pas conscience de leurs difficultés. Enfin, je terminer avec cette diapositive pour rappeler que dans cette pathologie qu'est la maladie d'Alzheimer, on a différents types de profils d'évolution. Il y a des malades qui ont des évolutions très très lentes et des malades qui ont des évolutions très rapides, en tous les cas beaucoup plus rapides, et que c'est très difficile pour un médecin de savoir comment le patient va évoluer, puisque c'est souvent une question qui nous est posée une fois qu'on a abordé la question du diagnostic. Et c'est un des enjeux, beaucoup de la recherche également, d'essayer de déterminer des facteurs pronostiques. Donc avoir un problème de mémoire ne veut pas dire que tout va s'aggraver très rapidement dans le temps. Il y a des formes d'évolution très lentes avec des amnésies qui restent assez focales et très limitées aux régions de la mémoire. Ben voilà, je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup Marie pour cette présentation très complète et surtout pour nous avoir proposé des cas concrets qui nous permettent de mieux comprendre les situations que rencontrent ces patients. Alors, j'ai une première question, puisqu'on disait qu'effectivement, c'est difficile de savoir quelle va être l'évolution de la maladie, mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des facteurs qui vont accélérer en quelque sorte les pertes de mémoire? Est-ce qu'on a une idée de ce qui peut faire qu'un patient va évoluer très vite vers des troubles de plus en plus sévères? Sur un plan vraiment scientifique ou médical, non, il n'y a pas d'élément pronostic clair. La seule chose que l'on sait quand même, c'est que la maladie d'Alzheimer, c'est plus fréquent avec l'âge, mais il y a des formes plus jeunes de la maladie et que plus on est jeune, plus la maladie a tendance un petit peu à évoluer rapidement. Et ça tient probablement à des mécanismes biologiques qu'il faut qu'on arrive à déterminer et qui font du domaine de la recherche actuellement, mais aussi à la topographie des lésions. En fait, la topographie des lésions chez les formes jeunes entraîne rapidement un handicap. Donc, c'est vraiment aussi lié à l'atteinte anatomique du cerveau, un peu distincte chez les gens jeunes et chez les personnes plus âgées. Sinon, non, après, les conseils, plutôt, moi, que je dis souvent aux familles, mais c'est surtout d'éviter l'isolement, qui continuent à avoir une vie la plus sociale possible, la plus active, qui ne force pas les exercices, etc. Il y a les orthophonistes, il y a de la rééducation qui est possible, il y a des réseaux de prise en charge. Ça, c'est professionnel. Ceux qui font faire la rééducation, la famille, le conjoint, eh bien, qui continuent à être tranquilles et à faire ce qui leur plaise. Et puis, le cerveau va fonctionner très bien dans ces conditions et surtout dans un apaisement. Et puis, de ne pas forcer. Si un patient n'arrive pas à se souvenir, c'est pas psychologique, c'est pas du déni, c'est pas une question d'effort. Donc, on peut dire on ne fait pas exprès. Ouais, ça va énerver tout le monde. Il vaut mieux l'aider à retrouver le souvenir parce que comme il y a tous ces mécanismes implicites d'associatifs du souvenir qui peuvent aider au patient un petit peu à le reformuler, à le remettre un petit peu en tête, plus vous aiderez le patient en lui rappelant la scène, plus il sera moins perplexe et il arrivera peut-être un petit peu à reformuler à sa façon son souvenir.
Alors justement, une personne se pose la question pour approfondir sur ce qui vient d'être dit. Anne nous demande, faut-il aider et comment aider du coup une personne à trouver ses mots? Faut-il finir, par exemple, les phrases de la Oui, personne? oui, D'accord. Et est-ce oui, qu'on il doit faut lui dire... l'aider. En D'accord. fait, d'abord, pour deux raisons. D'abord parce que pour le conjoint, c'est épuisant, hein, parce que c'est du quotidien. Donc, si à chaque fois il dit fais un effort, il va s'énerver lui-même, le patient aussi. Alors, à la fin, tout le monde est énervé. Donc, non, il faut être extrêmement facilitant. Il faut considérer que c'est comme si quelqu'un a le bras dans le plâtre, ou on va prendre l'exemple d'une femme qui a le bras dans le plâtre, elle ne peut pas mettre son soutien-gorge. Voilà. Eh ben, on va pas lui dire fais un effort. Bon, voilà. Bon, je prends un exemple caricatural, mais c'est pareil. Si quelqu'un a un plâtre sur ses neurones de la mémoire, eh ben, il n'y arrive pas. Il faut l'aider. Il faut être très facilitant, l'apaiser. Pour le conjoint, peut par contre être fatigué, parce que c'est fatigant, quelqu'un qui répète les questions. Eh ben, on a le droit à ce moment-là de craquer un peu, de changer de pièce, de mettre de la musique, d'essayer de passer à autre chose, parce que ça peut tourner parfois en idée fixe pour le patient. Et il faut focaliser le malade sur une autre question qui va être agréable pour lui, hein, de façon à... Voilà. Et puis le conjoint, à ce moment-là, il peut aller sortir et un petit peu marcher dehors. C'est ça, aller respirer un peu. Et est-ce qu'on doit faire savoir à la personne qu'elle se répète? Ou il vaut mieux simplement... Si on a besoin de le dire, il faut le dire. Il ne faut pas que la personne de la famille soit toujours dans la retenue. La personne de la famille, c'est pas il est aidant, entre guillemets, de fait, mais avant tout, c'est le mari, l'épouse, le fils, le frère, etc. C'est ça le principal. Donc, si on a besoin de le dire, eh bien, il faut le dire. Mais sans être violent, sans être agressif. Ça peut être très vécu difficilement par le patient. Donc, après, c'est tout un... Il n'y a pas, je dirais pas, il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas être dogmatique. Il faut rester bienveillant dans ce voilà. qu'on a. D'accord. Le mieux qu'on peut. On va prendre une dernière question. Donc, Angélique revient sur l'importance de l'orthophoniste et nous dit qu'elle a des difficultés à faire accepter l'intervention de l'orthophoniste pour sa maman. Donc, elle voudrait savoir s'il y a des techniques ou bien des mots qu'elle puisse utiliser pour la persuader. Il faut prendre l'exemple de la kiné. En fait, l'orthophoniste peut être, effectivement, les gens ne comprennent pas. Parfois, il y a l'idée que l'orthophoniste, c'est pour les enfants. Et puis, j'en ai pas besoin parce qu'ils ont cette anosognosie. Donc, ils ne sentent pas la nécessité de faire ces exercices de rééducation. Prendre l'exemple de la kiné est souvent mieux compris. Quand on a on a une fracture du bras et de la jambe, après, on va se muscler, on va voir le kiné. Donc là, il y a un petit problème de mémoire, et bien c'est bien d'aller voir l'orthophoniste. Puis à son âge, c'est bien de muscler, d'entretenir le cerveau. Une fois que le contact est pris avec l'orthophoniste, après, ça coule de source, parce qu'ensuite, ça passe par des habitudes. Comme les routines, la mémoire des routines est préservée, après, le patient, il y tient, son orthophoniste. Et puis, les orthophonistes, c'est un corps de métier qui est très bien formé, très bienveillant. C'est exceptionnel qu'on ait des retours difficiles des patients. Enfin, ça peut arriver, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc, l'enjeu, c'est le premier contact. Premier contact pris, après, ça va bien se passer. D'accord. Merci beaucoup, Marie. On pourra revenir sur d'autres questions si vous en avez, donc n'hésitez pas. Il y a l'onglet questions sur l'outil en bas à votre droite. Je vais maintenant passer la parole à David Wallon, qui va lui nous parler des difficultés d'orientation, de reconnaissance et de réalisation des gestes au quotidien. David, si tu es là, tu peux nous rejoindre sur scène. Alors, David nous a fait remonter quelques difficultés de caméra. On va lui laisser un petit peu de temps pour essayer de nous retrouver. Alors, comme je le disais, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. C'est un temps de parole qui vous est dédié et nos experts sont vraiment à votre disposition. Est-ce que vous m'entendez? Oui, David. Alors, j'ai l'impression que malheureusement, la caméra n'arrive pas à passer. Je vais réessayer, mais c'est pas garanti. Bon, au pire, si on m'entend, c'est déjà ça. Ah, peut-être qu'on me voit. Oui, on te voit et on t'entend. C'est génial. Bonjour à tous. Merci, désolé de ce petit tendu technique. C'est pas toujours évident, mais là, ça a l'air de fonctionner.
Et donc, moi, je vais vous proposer, dans la suite de la présentation faite par le professeur Marie Sarrazin, de parler d'orientation, de reconnaissance et de problématiques de gestes du quotidien qui, pour toutes les personnes qui vivent soit avec la maladie, soit à proximité de patients avec la maladie, eh bien, vont tout de suite reconnaître. Alors, avant de vous expliquer comment se met en place malheureusement ces symptômes, je propose qu'on fasse un peu de corrélation anatomo-clinique et même qu'on l'étudie à travers l'histoire. Ça ne va pas être long, mais juste pour vous dire que la correspondance entre des symptômes neurologiques et le cerveau, et on va dire le système nerveux, eh ben, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous mets là quelques repères clés qui montre que dès l'époque égyptienne, on avait constaté que des lésions du cerveau entraînaient des pertes neurofonctionnelles. Et même Hippocrate lui-même, pour lui, le cerveau était responsable du comportement. Et il y avait une correspondance entre, par exemple, le langage ou l'hémiplégie et les lésions du cerveau. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui était particulièrement novateur pour l'époque. Alors, il y a eu une grande période où les choses ont peu avancé, notamment avant la Renaissance. Et puis ensuite, à partir du XVIe siècle, André Vézal est le premier à faire un traité d'anatomie cérébrale qui commence à décortiquer un petit peu ce qui peut se passer au niveau neurologique. En 1810, il y a un neurologue qui émet une hypothèse qui va durer quelques temps, quelques dizaines d'années, qui portera le nom de phrénologie. Et vous voyez parfois ce genre de dessin comme cela à gauche, où il y aurait une correspondance entre non pas le cerveau, mais finalement le crâne. L'hypothèse est que la forme du crâne pourrait expliciter certaines correspondances avec des fonctions cérébrales. C'est intéressant parce qu'on se rapproche un peu de la réalité, même si bien sûr la forme du crâne n'a pas de rapport, mais on sent qu'il y a un début. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour la petite histoire, qu'on parle de la bosse des maths, qui existe toujours, une expression qui existe encore un peu à l'heure actuelle. C'est un reste de la phrénologie. Et puis en 1825, il y a François Magendie qui a fait beaucoup de travaux sur l'anatomie du cerveau, qui décrit pour lui la phrénologie comme une pseudoscience, parce qu'en effet, elle est basée sur des méthodes expérimentales qui sont biaisées, notamment par des biais de sélection, par une sélection qui est auto-centrée sur le mécanisme à étudier et qui aboutit en fait à des erreurs d'interprétation. On continue notre parcours historique et là, on rentre vraiment dans les choses plus intéressantes avec deux grandes figures de la neurologie. D'abord, Paul Broca, qui décrit un patient avec une lésion au niveau du pied du cortex frontal. Vous la voyez sur l'image en noir et blanc, avec le trou qui apparaît, je ne peux pas vous le montrer, mais vous voyez, il y a un trou qui apparaît dans le cerveau et qui est localisé par l'image à gauche, à droite, pardon, R de Broca. Eh bien, ce patient avait un trouble du langage extrêmement important, massif, mais dans la production et pas du tout dans la compréhension. Il sera longtemps appelé le tentant de Broca, parce que c'est un patient qui n'arrivait pas à parler qu'en disant autre chose que tentant. Donc il commence à y avoir une première corrélation et là on comprend que finalement c'est pas la forme du crâne, c'est finalement le cerveau et ce qui se passe dans le cerveau. Là on est en 1861, j'ai pas signalé mais quelques années auparavant, Louis Gratiolet était le premier à diviser le cerveau en lobes. Et puis ensuite Karl Wernicke, qui est un neurologue allemand, lui va constater des lésions temporales, notamment gauche, impliquées dans des troubles du langage massifs, avec à la fois des troubles de compréhension, des troubles d'expression, et il va donc décrire une aphasie qui portera ensuite le nom d'aphasie de Wernicke, et qui fait les prémices de cette corrélation anatomo-clinique avec le langage. Alors, je ne reviens pas en détail sur le langage, puisque ça vous a été présenté auparavant, mais on commence véritablement à comprendre que le cerveau s'organise en fonction de certaines corrélations anatomo-cliniques. À un endroit donné, correspond une fonction donnée. Et puis ça amène Brodmann, pour finir, en 1909, qui fait une cartographie des aires du cerveau. Et cette cartographie des aires de Brodmann, elle est toujours d'actualité, même en 2022. Donc, vous voyez qu'on était particulièrement novateur à l'époque.
Tout ça pour vous dire que donc il y a des fonctions dites supérieures et que ces fonctions supérieures, elles vont être le reflet de régions dans le cerveau et qu'une altération de ces régions dans le cerveau induit des symptômes de ces fonctions supérieures. Alors on distingue les fonctions cognitives, le langage, les gestes, on y reviendra, les habiletés visuospatiales, les fonctions exécutives qui sont entre plus dans le jugement, le raisonnement, la capacité à anticiper ou à prendre une décision. Les émotions, je ne vais pas vous apprendre ici que, évidemment, une partie de nos comportements émotionnels sont gérés dans le cerveau, et puis nos comportements tout court, notamment sociaux, qui peuvent être adaptés ou inadaptés. Tout ça est régi par certaines fonctions par certaines régions de notre cerveau. Alors là, c'est une vision assez globale, très grossière, mais ça vous illustre bien différentes choses qui se passent à différents moments dans le cerveau. Et la présentation de Marie Sarrazin vous l'a bien montré. On a parlé d'hippocampe, on a parlé de cortex temporal, on a parlé également du faisceau du langage, qui relie, pour la petite histoire, les régions de Broca, les régions de Wernicke, en passant par d'autres régions très importantes, mais ce n'est pas l'objet ici. Alors maintenant, rentrons dans le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire les habiletés visuospatiales, et notamment la reconnaissance et l'orientation. Les capacités de reconnaissance, elles sont essentielles. Elles nous permettent au quotidien de fonctionner, notamment en interaction sociale. Je vous mets là des visages célèbres ou des monuments célèbres. Alors, à savoir si tout le monde reconnaîtra toutes les propositions, probablement dépendant aussi selon l'âge, et puis selon le vécu également, puisque si on s'est rendu face à la cathédrale Saint-Paul à Londres, donc tout en bas, on la reconnaîtra beaucoup plus facilement que si vous ne l'avez jamais vue. Mais il y a cette capacité de reconnaissance. Et bien, dans la maladie d'Alzheimer, cette capacité de reconnaissance, à la fois des visages ou topographiques, peut être altérée. La raison à ça, c'est parce que les circuits qui permettent d'identifier là, on va dire visages et monuments, mais on va dire ces items, puisqu'il n'y a pas que ça à reconnaître, hein, il y a aussi des objets, eh bien, c'est une fonction essentielle pour notre quotidien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de reconnaissance. Il va être question de reconnaître le quoi, qu'est-ce que j'ai devant moi. Exemple, la photo de l'éléphant que je vous montre ici. Je ne parle même pas de dire que c'est un éléphant, parce que ça impliquerait le langage, mais juste de reconnaître que c'est un éléphant. Et ces fonctions font appel à un circuit qui relie nos aires visuelles, situées en arrière, et notre cortex temporal. Et donc, c'est ce qu'on appelle la voie ventrale, ou la voie du quoi. On reconnaît l'objet isolé. Mais finalement, on a d'autres choses aussi à reconnaître, et on a aussi à reconnaître dans un environnement. Par exemple, lorsque vous faites vos courses, et que vous voulez acheter un pot de moutarde précis, d'une marque précise, et qu'on est au milieu de tous les pots de moutarde, et vous devez être capable de reconnaître celui qui vous importe parmi tous les autres. Et donc ça, c'est plutôt le « ou » qui va vous permettre de localiser, de reconnaître dans son environnement, bien souvent riche, en tout cas, c'est là quand c'est riche que c'est plus difficile, l'objet cible que vous recherchez. C'est la même chose que ce que j'ai mis ici, où vous cherchez un fruit particulier, une pomme particulière, une pomme granny, parmi toutes les pommes qu'il y a disponibles. Et ça fait appel à une voie qu'on appelle la voie dorsale, parce qu'elle est sur la partie supérieure du cerveau, et elle relie le cortex à un niveau visuel, occipital, vers les régions notamment pariétales. Alors, c'est une vision évidemment schématisée, c'est en pratique beaucoup plus complexe, ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'en parler, mais ça fait l'objet d'énormément d'études de neurosciences particulières pour essayer de comprendre comment s'organise notre reconnaissance et pourquoi est-elle altérée dans la maladie. Eh bien, on y reviendra, la localisation des lésions va vraisemblablement expliquer pourquoi est-ce qu'à un moment donné apparaissent ces troubles de reconnaissance. Alors, quels sont les troubles de reconnaissance qu'on peut être amené à constater ou nous à tester? Eh bien, on appelle les troubles de reconnaissance les troubles gnosiques. Ça vient du grec. Et on l'associe assez facilement aux troubles visuospatiaux, puisque ça implique les capacités visuospatiales. Alors, pour les lister, l'agnosie visuelle accompagne quand même 30% des patients avec une maladie d'Alzheimer.
tous stades confondus, donc notamment aussi les stades les plus sévères. Ça commence pas nécessairement par là, mais ça arrive à un moment donné. Et ça, au départ, des difficultés à reconnaître les images, puis ensuite les objets concrets, puis ensuite même les visages familiers. Et on connaît souvent le terme prosopagnosie, qui correspond donc à cette anomalie de la reconnaissance-là. La somatognosie, c'est également une difficulté de reconnaissance, cette fois-ci, des éléments de son corps, de manière très comment dirais-je, détaillée, et puis ensuite, de manière beaucoup plus grossière, sur son corps. Là, plus loin, simultagnosie, c'est la capacité à reconnaître une scène dans sa globalité, ou une image complexe. Et puis, j'ai remis ici la nosognosie. Pourquoi je l'ai mis en italique? Parce que d'abord, ça a été présenté un peu auparavant, et puis qu'en termes de topographie, c'est pas exactement au même endroit. Mais on appelle quand même ça d'une gnosie, parce que c'est une reconnaissance, et anoso, c'est l'absence de reconnaissance des symptômes, des signes. Et c'est totalement différent, comme l'a dit Marie Sarrazin, du déni. C'est véritablement un trouble cognitif à part entière. Et puis, vous avez des types de tests que l'on peut proposer aux patients et que j'imagine que vous vous êtes amusé à faire par vous-même, c'est-à-dire là, reconnaître les différents fruits qui sont superposés les uns sur les autres, ou au-dessus, de nous dire les lettres qui sont visualisées. Assez facilement, un patient dira, il y a des S. La question, c'est est-ce qu'il voit la lettre H qui est formée par les S? Et donc là, s'il ne le voit pas, c'est là qu'on donne l'exemple d'une simultagnosie. Et puis, tous ces éléments de difficulté de reconnaissance vont avoir un impact sur l'orientation, sur la capacité à capter les éléments d'information de son environnement pour se repérer. Et au départ, cette désorientation qui fait l'apanage de la maladie d'Alzheimer, elle concerne les grands espaces, et puis ça se réduit progressivement à des espaces de plus en plus réduits, jusqu'à son propre domicile, dans les formes les plus sévères. Autre situation cognitive souvent associée à ces altérations, c'est l'héminégligence. Donc ça, c'est la difficulté à prendre conscience d'un environnement dans un champ donné. Alors, par exemple, je vous ai montré ici une héminégligence gauche. Vous avez dans la partie la plus à gauche le dessin à proposer, à faire, et puis vous avez dans la partie à droite ce qui est produit. Et donc, on voit très bien que tout se situe dans la partie droite. Et ça peut se manifester au quotidien par un visage à moitié rasé, puisqu'on va négliger la partie gauche, par exemple, du visage, ou une assiette à moitié mangée, en disant j'ai tout mangé. Et en n'ayant ni mangé la pomme qui est dans le côté gauche, ni mangé la moitié de l'assiette. Ça peut se rencontrer dans certaines formes évoluées de maladie ou certaines formes atypiques qui commencent par ce type d'altération. Ça peut aussi se rencontrer, bien entendu, dans d'autres pathologies du cerveau, et c'est bien sûr là-dessus qu'on va revenir. Et puis, on peut même tester cette héminégligence dans sa représentation mentale. Ça, c'est un test qui date des années, fin des années 70, par une équipe italienne, et qui montre qu'on pouvait demander à un patient de décrire une place qui est très, très connue à Milan, qui est la place de la cathédrale, et qui, lorsqu'on le met dans un sens donné, c'est-à-dire vous regardez vers la cathédrale, qu'est-ce que vous voyez à droite, qu'est-ce que vous voyez à gauche, et donc il va décrire ce qu'il voit, ce qu'il perçoit à sa droite, mais il va avoir beaucoup de mal à décrire ce qu'il perçoit à sa gauche. Et puis on lui demande de faire l'inverse, de se retourner et de regarder vers le monument en face de la cathédrale. Et là, étonnamment, il va pouvoir restituer tout ce qui se passe à sa droite, donc qui au départ ne pouvait pas puisqu'il était dans l'autre sens, et puis à l'inverse, ce qu'il avait dit auparavant, il ne pouvait plus le faire, parce que là maintenant, ça a basculé dans sa représentation mentale à gauche. Voilà, ça peut permettre d'expliquer comme ça pourquoi certains patients ont l'impression de ne pas tenir compte de ce qui se passe d'un côté ou d'un autre, parce qu'il existe quand même parfois la négligence droite, c'est possible. Alors ensuite, autre situation cognitive qui peut se rencontrer malheureusement chez nos patients, c'est l'altération des habiletés gestuelles. Alors les habiletés gestuelles, on les résume nous en neurologie par les praxies. Alors les praxies finalement c'est plus large, puisque par geste on entend souvent un comportement moteur, un programme moteur, alors que les praxies peuvent être également de manière plus globale. La définition d'une praxie, c'est la mise en place d'un programme moteur ou cognitif, donc c'est pas forcément un mouvement, ça peut être un programme cognitif, et qui est organisé dans un but donné, dans un but visé. Et là, on distingue tout un tas de praxies différentes. Les praxies constructives, qui sont liées à l'assemblage de différents matériaux, de différents items. Les praxies visio-spatiales, qui sont en fait des schémas moteurs ou cognitifs qui permettent de servir à des fonctions visio-spatiales. Les praxies graphologiques, qui permettent l'écriture. Les praxies de l'habillage, c'est quelque chose qui impacte beaucoup le quotidien des patients, puisque ça impacte la capacité à s'habiller. Les praxies idéatoires, donc c'est les capacités à réaliser des manipulations d'un outil,
un marteau, un tournevis, alors concrètement avec l'outil, ou lorsque nous on est en test, on demande aux patients de mimer l'action qui est faite par un outil. Et puis, idéomotrice, là cette fois-ci c'est plus symbolique, il n'y a pas d'outil même à visualiser, c'est symbolique, par exemple, je vous ai mis « ça sent mauvais, quel geste fait-on » ou « comment fait-on lever de la victoire ». Et puis, il y a des praxis bucco-faciales, puisque même pour nos gestes au niveau du visage, les praxis bucco-faciales vont être essentielles. Elles vont avoir la capacité à nous montrer une symbolique. Si vous voulez montrer que vous avez un visage circonspect, je pense que la caméra est un peu loin pour voir mon visage circonspect, mais ça, c'est une façon de le faire sur le visage. Et puis, évidemment, de point de vue alimentaire, pour déglutir correctement, pour faire des gestes, un geste d'un bisou, par exemple, bah, ça correspond à un geste particulier. Si ce n'est pas fait correctement, on ne comprend pas à quoi ça correspond. Et dans la maladie d'Alzheimer, eh bien, certaines praxis sont particulièrement impactées, comme les praxis idéatoires dans l'utilisation d'objets du quotidien, la télécommande de télévision, donc en plus avec les box, tout ça, ça devient encore plus compliqué, donc encore plus sujet à difficulté. Les appareils électroménagers, notamment au niveau des changements, lorsque une machine est tombée en panne, on l'a remplacée par quasiment la même, sauf qu'on n'arrive pas à s'adapter. Les outils de bricolage ou de jardinage, et puis la conduite automobile, qui, elle, peut être un réel problème quand il s'agit de risque d'accident. Et puis, la capacité à s'habiller, on en a parlé, avec le repérage, on voit envers, droite, gauche, voire même haut du corps, bas du corps. Et puis la praxis de l'écriture, qui est donc le comportement moteur qui permet d'écrire. Je vous ai montré un exemple de ce que peut produire malheureusement un patient atteint d'une apraxie de l'écriture en lien avec sa maladie. Là, pour le coup, sur le plan anatomique, c'est encore plus large que ce que je vous ai montré, puisque ça impacte surtout à gauche, mais aussi en partie pour certaines fonctions l'hémisphère droit, et notamment le cortex pariétal, mais avec des relais et des circuits qui sont encore plus larges. Mais il y a à nouveau une topographie. Vous voyez bien que je ne vais pas non plus, en revanche, impliquer les régions temporales, qui pourtant tout à l'heure, au niveau de la mémoire, étaient impliquées. Et finalement, bah, c'est ça l'histoire naturelle de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a une évolutivité des lésions, et en fonction de l'endroit où sont situées les lésions, eh bien, les symptômes vont s'exprimer, puisque les neurones qui sont dépendants de ces régions-là ne peuvent plus fonctionner, ne peuvent plus assurer leur mission, et donc les symptômes apparaissent. Et si dans ce qui est ici noté comme un stade 3, avec une altération isolée au niveau de l'hippocampe, il y a un trouble de la mémoire, progressivement, la maladie évoluant, on voit qu'il y a une extension avec un point de départ et puis progressivement aux régions adjacentes. Eh bien, le trouble de la mémoire s'ajoute, au trouble de la mémoire s'ajoute un trouble du langage. Et puis ensuite, lorsque les régions dont je vous ai parlé au niveau temporal, au niveau pariétal et au niveau occipital, eh bien, ces régions-là sont impactées. Aux troubles de la mémoire et du langage s'ajoutent les troubles visuospatiaux et les troubles gestuels. Et c'est comme ça qu'on définit progressivement la marche progressive de la maladie. Si bien que si on résume de manière un peu schématique comment ça peut se passer dans une maladie d'Alzheimer typique, eh bien, vous avez au départ les troubles de la mémoire que vous a présenté le professeur Marie Sarrazin, et puis ensuite apparaissent des altérations, notamment des fonctions praxiques, de l'orientation, et puis la maladie évolue, les lésions continuent de s'étendre, on a des capacités visuelles qui se perturbent, visio-perceptives, et puis à la fin, il peut y avoir des troubles au niveau des fonctions frontales, ce n'est pas l'objet de mon exposé, mais il peut y avoir des signes associés. Et ça, finalement, c'est tout simplement dépendant de l'endroit où sont situées les lésions. Si maintenant, toute autre situation donnée, les lésions ne commencent pas par une atteinte temporale interne au niveau de l'hippocampe, mais d'emblée par ce que je superpose ici à l'aire de Wernicke, par exemple, au carrefour, au niveau du langage. Et bien, le patient va commencer la maladie par un trouble du langage, et c'est là, on parle d'aphasie progressive primaire. Alors, le terme, c'est logopénique, peu importe les précisions, mais c'est bien lié de maladie d'Alzheimer, ce sont bien des lésions de maladie d'Alzheimer, mais ne commençant pas au même endroit, elles n'entraînent pas la même chronologie des symptômes. Et ça reste une maladie une maladie d'Alzheimer dans une présentation atypique. Ensuite apparaissent d'autres symptômes, encore plus de troubles du langage, et puis les troubles praxiques, et puis ensuite, par exemple, des modifications comportementales. Ce qui va définir la maladie, ça restera les lésions, qui sont celles qu'on a déjà parlé, hein. On avait parlé de ponction lombaire un temps, et bien on est typiquement dans cette situation-là. Donc en conclusion, l'objet de mon topo est de vous montrer que les difficultés d'orientation, de reconnaissance et des gestes appartiennent à la maladie d'Alzheimer parce qu'elles sont le reflet de la localisation des lésions qui elles-mêmes
définissent la maladie d'Alzheimer, les lésions amyloïdes et les lésions de dégénérescence neurofibrillaire. Et puis si d'autres lésions affectent les mêmes territoires, eh bien, c'est pour ça qu'on peut avoir des symptômes similaires. Et c'est pour ça qu'on a des maladies apparentées qui sont parfois de diagnostic difficiles, comme la maladie à corps de Lévy ou les dégénérescences frontotemporales. À l'inverse, si l'extension des lésions est différente au sein d'une maladie d'Alzheimer, eh bien, on a bien une maladie d'Alzheimer, mais avec des profils cognitifs différents, ce qui rend toute la complexité, parfois pour les praticiens, les médecins, de faire le diagnostic. Et j'insisterai pour finir et faire le lien avec la présentation suivante, qu'il ne faut pas négliger les autres fonctions, notamment comportementales et émotionnelles. Mais ça, c'est l'objet de la présentation qui viendra juste après. Merci beaucoup, David. Et là, avec ta présentation, on prend conscience de la complexité de ce qui se passe dans le cerveau et du coup des conséquences sur les symptômes et leur évolution. On a une question qui concerne, parce que du coup, là, on a un schéma avec les pertes de mémoire, les problèmes d'orientation, les problèmes de langage. Est-ce qu'on peut encore se permettre de proposer aux patients des activités nouvelles, des découvertes qui... Tu entends quoi par découverte? Alors, par exemple, la personne nous dit, est-ce qu'on peut se rendre dans un nouveau lieu avec une personne atteinte? Est-ce qu'on peut proposer une nouvelle activité, sachant qu'il y a toute cette batterie de difficultés? Absolument. Et si on a envie de le faire, comment est-ce qu'on le fait pour que ça fonctionne le mieux possible? Je rejoindrai complètement l'exemple, la situation qu'a décrit Marie, c'est-à-dire que, bien entendu, déjà en respectant si c'est un souhait aussi du patient. Parce qu'il ne faut pas considérer qu'il va falloir faire ça pour faire de la rééducation. Moi, la phrase que j'ai souvent, c'est, je dis, vous êtes son conjoint, vous n'êtes pas son thérapeute. Et donc, du coup, il est important de garder les réels liens qui ont été établis au départ, avant la maladie. Il n'a jamais été son thérapeute. Après, pour autant, la stimulation cognitive, elle peut être un élément extrêmement intéressant et ne peut pas se limiter qu'à 1 heure d'orthophonie par semaine. Et donc, si les deux ont envie d'aller voir des nouvelles choses, alors c'est extrêmement positif. Puisque, faute d'armes thérapeutiques directement impactant sur les lésions, eh bien, la stimulation reste le maître mot. Donc oui, nouvelles activités, nouvelles choses. Et il faut savoir que la maladie n'étant pas homogène, il va peut-être être étonnant que certaines acquisitions vont être possibles dans des domaines, par exemple gestuels, alors qu'à l'inverse, sur le plan purement des faits, des mémoires, de la mémoire de ce que j'ai vécu, eh ben, c'est pas bien mémorisé. Mais n'empêche que, je vais prendre un exemple, on va aller à un cours de cuisine ensemble, on va apprendre à faire une nouvelle recette, peut-être que la recette va être retenue, on va être capable de la refaire, alors qu'on aura complètement oublié dans quel contexte on l'a appris. Il y a bien une différence de mémoire, et ça peut être la même chose avec l'orientation ou avec quoi que ce soit. D'accord. Et alors, du coup, dans ce contexte, est-ce qu'il serait préférable d'anticiper, c'est-à-dire de prévenir le patient, de lui répéter que ça va arriver, ou finalement on se dit… Je peux pas éteindre juste mon téléphone. Pardon. Alors, anticiper… Je pense qu'il faut aussi, c'est une maladie dans laquelle il faut apprendre à vivre avec un handicap. Et donc, l'anticipation, elle a son importance, mais je pense qu'il ne faut pas non plus, d'abord parce que c'est pas possible de décrire tel que ce sera exactement. Donc, nous, on se garde bien de leur dire comment les choses seront dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, parce que même avec l'expérience, on serait bien malin. Enfin, on n'y arriverait pas. Par contre, répondre aux interrogations du patient, oui, il ne s'agit pas non plus de vouloir absolument masquer l'information, masquer ce qu'on peut lui expliquer. Mais je pense qu'il faut s'adapter aux attentes. Et donc, le conseil que je pourrais donner aux familles, c'est là encore de répondre aux interrogations du patient, mais sans aller plus loin. Il n'y a pas raison de mettre plus d'informations que ce qu'il en attend. D'accord. Une autre question qui s'éloigne un tout petit peu du sujet, puisqu'elle concerne le proche, mais malgré tout, qui est intéressante. Vous avez parlé tous les deux d'anosognosie, et quand c'est le proche qui est en déni et qui ne reconnaît pas les symptômes, alors que peut-être le diagnostic est posé et que les faits sont là, quelles sont les recommandations que tu peux donner dans ce cas ? Les recommandations, c'est finalement, si on arrive à mettre en place la prise en charge adéquate, si on arrive à proposer des choses et à faire que ça avance, peu importe qu'ils ne retiennent absolument qu'il y a une maladie d'Alzheimer. Je pense que c'est extrêmement frustrant pour les familles de vouloir arriver à ce que le patient accepte ses symptômes parce qu'il pense qu'il y a peut-être un déni,
Alors qu'en soi, lutter contre la nosognosie alors que la fonction cognitive associée est altérée, c'est presque impossible. Et donc, l'objectif étant plutôt d'arriver à faire en sorte qu'on peut se proposer des choses et on amène le patient à voir les côtés positifs de ce qui va lui être proposé, travailler la mémoire, s'appuyer aussi sur ce qu'il reconnaît. C'est rare que la nosognosie soit complète et totale. Et parfois, le patient dit oui, je suis peut-être effectivement moins performant concernant ma mémoire, mais par contre, non, tout le reste, non, ça fonctionne bien. Moi, je pense qu'on peut travailler sur la mémoire et l'orthophoniste que je vous propose, elle va vous stimuler le cerveau pour que la mémoire fonctionne peut-être un peu mieux, ou du moins elle ne se modifie pas dans le temps, parce que vous faites plus grand-chose, là, vous êtes à la retraite maintenant, et finalement, dans tout ce que j'ai dit là, je n'ai pas dit il faut rééduquer une maladie d'Alzheimer. Parce que, la question, en fait, elle était plus sur le proche, c'est-à-dire le patient a été diagnostiqué et c'est la femme, en fait, qui n'est pas atteinte, mais qui ne reconnaît pas les symptômes de son mari et qui, de ce fait, tu vois, alors là, la question, c'est est-ce qu'on parle de la n'agit pas. nosognosie? Est-ce qu'on parle de la nosognosie? Parce que si la personne est parfaitement cognitivement normale, s'agit-il d'un déni, ce qui est une réelle possibilité, hein. Et donc là, c'est le rôle du médecin de revenir avec elle, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle elle est convaincue qu'il n'y a pas de symptômes, et éventuellement en discussion, amener face à telle situation donnée, comment elle explique un petit peu cela. Souvent, il y a une rationalisation, oui, mais parce qu'on est en consultation, parce qu'il est stressé, parce que là, et à ce moment-là, lui demander comment ça se passe dans telle ou telle situation. Et voir si elle prend conscience que peut-être qu'il y a quand même des petits changements et s'appuyer là-dessus. C'est pas évident, ça demande du temps, ça demande une interaction et une confiance que l'aidant doit avoir pour son médecin. Et si jamais on n'y a pas accès, bon, là, c'est plus compliqué, parce que si on voit que les enfants, et que le conjoint ne vient jamais, parce qu'il dit non, mais de toute façon, moi, je pense qu'il n'y a absolument rien, donc il n'y a aucune raison de venir, bon, là, c'est plus compliqué. Mais moi, j'invite dans ces cas-là au dialogue. Je leur dis, mais peut-être que ce serait intéressant que je puisse lui parler, c'est peut-être au téléphone, pour qu'on échange ensemble, qu'elle comprenne pourquoi moi je demande à revoir son mari, alors qu'elle pense qu'il n'a rien, et ainsi de suite. Donc, y aller progressivement, essayer de mettre la personne en situation pour qu'elle se rende compte par elle-même qu'effectivement le trouble existe. Merci beaucoup, David. Il est temps de passer la parole à Martin Moussion, qui va compléter ce tableau des troubles cliniques par les modifications du comportement et de l'humeur. Ce n'est pas des troubles les moindres. Non, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Parfait, super. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler des modifications du comportement et de l'humeur dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est vrai que c'est vraiment un très vaste sujet. On m'avait demandé de faire 10 minutes sur un sujet qui me prend 6 heures de cours habituellement. Donc, ça va être vraiment très, très, très synthétique. Et puis, il y aura peut-être un petit peu de temps pour les questions à la fin. Alors, les modifications du comportement et de l'humeur dans la maladie d'Alzheimer, il y en a beaucoup, beaucoup, et on peut être sollicité en tant que psychiatre pour énormément de situations. Et on va le voir tout à l'heure, ça conditionne une grande partie du pronostic fonctionnel de la maladie d'Alzheimer. Donc, dans ces troubles, on a l'anxiété, l'irritabilité, la dépression, puis aussi des conduites d'agressivité, de fugue, des idées délirantes, des hallucinations, parfois des manifestations moins gênantes, mais qui grèvent beaucoup le pronostic fonctionnel, comme l'apathie. Ce que je vous propose, c'est que au cours de mon intervention, on voit en gros 4 situations vraiment très emblématiques. D'abord, le syndrome dépressif dans la maladie d'Alzheimer et comment il peut se présenter dans ces circonstances-là. Les manifestations anxieuses qui ressemblent beaucoup à la dépression dans Alzheimer. Et puis, la question vraiment très complexe de ce qu'on appelle le syndrome psychotique qui associe les idées délirantes et aussi parfois les hallucinations. Alors, les symptômes psychiques et comportementaux dans la maladie d'Alzheimer, en fait, c'est un phénomène quasiment constant. Lorsqu'on fait de grandes études, on retrouve une prévalence sur 5 ans de l'ordre de 97%. Donc, quasiment tout le monde est concerné quand on a une maladie d'Alzheimer.
Très souvent, ce n'est pas uniquement des signes cognitifs tels que ceux qui ont été décrits de manière très, très détaillée juste avant, mais aussi des signes affectifs et des signes comportementaux. La dépression, c'est presque 3/4 des personnes qui l'ont sur 5 ans d'évolution de la maladie. L'anxiété, c'est 60%. Et puis l'apathie, la perte d'initiative et la perte d'entrain, 71% des cas. Et puis, ces signes sont souvent associés entre eux. Par exemple, la dépression et l'anxiété, c'est des signes qui sont très, très liés et qu'on rencontre fréquemment associés chez la même personne. Puis aussi, il y a la question de la dépression et du syndrome psychotique des idées délirantes qu'on va revoir juste après. La survenue de ces symptômes psychiques et comportementaux vont être très importantes au plan pronostic fonctionnel notamment, parce qu'ils augmentent le risque d'hospitalisation, ils aggravent la perte d'autonomie, et parfois c'est la survenue de ces signes psychiques et comportementaux qui nécessitent un recours à l'institutionnalisation. Et puis, et là c'est important que vous soyez là, il y a un retentissement souvent très important sur les aidants de ces manifestations psychiques qui eux-mêmes vont pouvoir eux aussi en souffrir de cette situation et présenter eux-mêmes des difficultés d'adaptation, des troubles psychiques en raison des manifestations présentées par la personne qui a la maladie d'Alzheimer. Alors, les facteurs de risque principaux des signes psychiques et comportementaux, un modèle, c'est qu'on a une pathologie qui entraîne la mort des neurones. Et donc, cette perte de neurones entraîne des troubles cognitifs avec des difficultés cognitives nouvelles et une augmentation de la vulnérabilité aux facteurs de stress où finalement, quand on a une maladie qui entraîne la mort des neurones, on a beaucoup plus de mal à s'adapter à des situations nouvelles, à tenir compte du contexte et à comprendre ce qui se passe. Et dans ces conditions-là, c'est là qu'on observe la survenue des risques, des signes psychiques et comportementaux. Et puis, on a divers facteurs de risque qui vont pouvoir faciliter, on va dire, la survenue de ces signes. Des facteurs liés à la personne. Alors déjà, la personnalité de la personne qui a la maladie d'Alzheimer avec différents styles de personnalité qui vont rendre plus ou moins vulnérables à des troubles du comportement. On peut penser par exemple à la personnalité narcissique qui est souvent très très en difficulté vis-à-vis de son propre vieillissement et vis-à-vis de la perte de capacité et l'adaptation à des situations nouvelles va être compliquée. La maladie psychiatrique aussi parce que finalement les troubles psychiatriques sont assez fréquents dans la population générale et il arrive très souvent qu'on reçoive des personnes qui ont eu un trouble psychiatrique chronique qui en plus a une maladie d'Alzheimer. Et là, ça va encore plus remanier la présentation clinique chez ces personnes-là. Des problèmes somatiques aigus, toujours à bien rechercher. Donc, même en tant que psychiatre, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'infection, par exemple urinaire, respiratoire, des problèmes de déshydratation. Et puis, un point très important, surtout quand la maladie évolue et que les troubles du langage, par exemple, sont plus présents et qu'il est difficile d'exprimer ce dont on a besoin, c'est les besoins non satisfaits qui vont déterminer une grande partie de la survenue des signes psychiques et comportementaux. Il y a des facteurs liés aux aidants aussi. Quand l'aidant est stressé, quand il est déprimé, il a eu aussi beaucoup plus de mal à faire face aux difficultés présentées par la personne qui a eu la maladie d'Alzheimer. Le manque d'éducation de l'aidant au sujet de la maladie d'Alzheimer, et c'est pour ça que c'est très important que vous soyez là aujourd'hui et que vous pouvez vraiment retenir tout ce qui a été dit auparavant parce que ça aide énormément d'avoir un peu la connaissance de ce qui se passe quand on a une maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qu'on perd comme capacité, quelles difficultés nouvelles on rencontre, avec la question même parfois du décalage entre les attentes et les capacités. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, les aidants peuvent être en grande difficulté parce que
Ils peuvent avoir, par exemple, très peur que si ils ne sollicitent pas assez la personne qui a la maladie d'Alzheimer, là, il peut y avoir la crainte qu'elle désapprenne, par exemple, certaines choses. Et donc, il va y avoir des sortes d'attitudes pas tout à fait adaptées. On va essayer de faire de l'éducation alors que ce n'est pas du tout ça le problème. Et qu'on ne va pas avoir une approche, on va dire, facilitante avec la personne, de crainte que les troubles s'aggravent parce qu'on ne sollicite pas assez des capacités cognitives qui sont perdues. Et tout ça, ça rejoint des difficultés de communication avec la personne qui a une maladie d'Alzheimer. Et puis des facteurs environnementaux, les manques de stimulation, mais aussi l'excès de stimulation parfois entraîne des troubles, le manque d'activité et puis le manque de routine et de ritualisation. Ça, c'est très important parce que finalement, quand on a une maladie qui touche la mémoire, on est beaucoup plus facilement anxieux, et quelque chose qui va être très rassurant et qui va permettre de bien organiser son esprit et de s'y retrouver dans les jours de la semaine, dans quel moment de la journée on est, c'est avoir des routines, des choses un petit peu répétitives qui vont être très rassurantes pour la personne qui a une maladie d'Alzheimer, qui a des problèmes de mémoire. Quand est-ce que les différents signes dont je vous ai parlé apparaissent? Alors là, c'est une diapo, je suis désolé, elle est en anglais, mais c'est un grand classique des psychiatres qui parlent des problèmes psychiques et comportementaux. Donc, à quel moment apparaissent les signes? Alors, vous ne voyez pas la flèche, ma souris, mais en gros, la ligne violette, c'est un article de 96, donc c'est un petit peu ancien, et maintenant on peut imaginer qu'on ferait le diagnostic un petit peu plus tôt, mais ça reste tout à fait valable. En violet, on a le temps où le diagnostic de maladie d'Alzheimer est fait. Et on s'aperçoit que rétrospectivement, quand on prend toute une grande série de patients, on a des signes psychiques qui apparaissent bien avant que le diagnostic de maladie d'Alzheimer soit fait, et avant que finalement on ait identifié les problèmes de mémoire. Pardon. Et finalement, on a des signes qui apparaissent très très précocement, plusieurs années, même parfois avant le début des troubles de mémoire caractérisés. La dépression, par exemple, qui est un phénomène très fréquent, qui arrive parfois 2 ans avant le début des troubles. Très précocement aussi, on observe un retrait social. Et puis, on peut avoir des idées suicidaires qui apparaissent bien avant la maladie. Avant le diagnostic, on peut observer même des phénomènes un peu moins fréquents, par exemple des idées de paranoïa, par exemple, des idées de préjudice, des troubles du rythme veille-sommeil. Et puis, au fur et à mesure que la maladie évolue, ce qu'on va observer, c'est ce qu'on appellerait, nous, des signes plutôt productifs, avec la survenue de troubles plus perturbateurs, l'agitation, l'irritabilité, les déambulations, et puis, là, c'est plutôt transparent, l'anglais, donc des hallucinations, et puis delusions, c'est les idées délirantes, qui arrivent un petit peu plus tard au cours de la maladie. La dépression dans la maladie d'Alzheimer. Alors là, c'est un phénomène vraiment capital qu'il est important de dépister. En tant que psychiatre, je passe beaucoup de temps sur ce sujet-là parce que finalement, ça va être l'un des aspects sur lesquels on va peut-être avoir le plus de prise et avec des interventions qui vont être bénéfiques pour les patients. Alors la dépression, on rencontre les signes classiques de dépression dans la maladie d'Alzheimer. Donc pour les psychiatres, c'est évident, c'est une humeur dépressive, une tristesse associée à une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir, avec des signes d'accompagnement. Alors les signes d'accompagnement, c'est des modifications de l'alimentation, des pertes de poids, des modifications du sommeil, un ralentissement psychique, une fatigue, et puis quelque chose qu'on recherche toujours activement, des idées de dévalorisation, de culpabilité excessive, et puis bien sûr des pensées de mort récurrente et même parfois de suicide. Donc ça, c'est des signes qu'on recherche systématiquement, tout en sachant que lorsqu'on avance en âge et lorsqu'on a des troubles de la mémoire ou une maladie d'Alzheimer, la dépression va pas nécessairement avoir cette présentation tout à fait classique, mais avoir des masques particuliers
et prendre un aspect qui peut être déroutant. Par exemple, on pense à la dépression hostile, où finalement, plutôt que la dépressivité et la tristesse, c'est l'irritabilité et la colère qui vont prédominer, avec un discours à tonalité plutôt persécutive. On va être très, très susceptible, très à fleur de peau, très méfiant, se poser des questions sur la fidélité du conjoint, par exemple, ou ces signes-là. Et des manifestations qui vont être sous-tendues aussi par une anxiété importante. Ça, c'est important pour l'entourage de noter des changements récents du comportement qui pourraient justement alimenter, on va dire, cette idée que le fait que cette irritabilité, cette hostilité serait liée à une dépression. On a une deuxième présentation clinique fréquente de dépression quand on avance en âge, c'est la dépression somatique, où finalement la personne ne se plaint pas vraiment de troubles psychiques. Elle ne dit pas qu'elle se sent triste ou qu'elle se sent anédonique avec une perte du plaisir, mais qu'il va y avoir des plaintes corporelles qui sont assez caractérisées. Généralement, c'est des plaintes qui touchent l'appareil gastro-intestinal, la bouche, la digestion, des douleurs ostéo-articulaires aussi parfois, où on rencontre volontiers des personnes qui se plaignent d'une douleur qui était déjà présente, une douleur du rachis par exemple, et qui devient intense et qui résiste par exemple à tous les médicaments antidouleurs, et puis des préoccupations hypocondriaques qui peuvent survenir. Et ce qui va nous mettre sur la voie de la dépression, finalement, c'est que dans ces situations-là, donc il y a une anxiété quand même qui est très présente. Et de manière typique dans la dépression, les signes sont très très présents le matin et puis viennent s'améliorer plutôt au cours de la journée. Enfin, troisième type de dépression, les dépressions délirantes avec des thématiques d'incurabilité qui peuvent se présenter parfois comme des pertes d'espoir aussi, des idées de ruine, des idées de jalousie, des idées de préjudice qui peuvent se manifester. Et puis, dans les formes plus évoluées de la maladie d'Alzheimer, il va être assez difficile d'identifier vraiment les signes dont je vous ai parlé auparavant, que ce soit dépression classique ou dépression masquée. Mais on va observer peut-être des modifications du comportement avec des conduites d'opposition vis-à-vis des soins quotidiens, des soins de nursing par exemple qu'on peut proposer. Dans le même ordre d'idée, des refus alimentaires, une irritabilité, une hostilité dont on a parlé tout à l'heure, une modification du sommeil et une insomnie. C'est très important de rechercher ces signes dépressifs et anxieux parce que, en gros, on a des approches thérapeutiques qui vont être très, très intéressantes pour les patients et qui peuvent franchement améliorer les signes et améliorer le pronostic de ces manifestations. Un autre phénomène très important à dépister aussi, c'est l'anxiété. Une anxiété qui s'associe vraiment très volontiers aux signes dépressifs. Au stade léger à modéré de la maladie d'Alzheimer, l'anxiété va pouvoir prendre la forme même d'autres maladies psychiatriques qu'on connaît bien, le trouble anxieux généralisé par exemple. C'est cette idée de sensation d'insécurité, de préoccupation quasiment permanente qui touche de nombreux sujets. Et même un phénomène vraiment caractéristique, c'est la survenue d'un trouble panique qui se caractérise par des attaques de panique à répétition, avec l'idée que lorsqu'on a des difficultés de mémoire, lorsqu'on a des difficultés à s'adapter à des situations nouvelles, eh bien, c'est une situation vraiment très, très angoissante, avec l'idée que l'angoisse vient en montant de manière très paroxystique et aboutit à la crainte de faire une crise cardiaque ou de mourir tout d'un coup, ou de devenir fou. Ça, c'est la caractéristique de l'attaque de panique qu'on rencontre assez volontiers dans les stades débutants de maladie d'Alzheimer et chez les sujets jeunes aussi, qui ont une maladie d'Alzheimer jeune. Et au stade plus évolué, il faut être aussi attentif aux manifestations possibles d'anxiété. Donc, ça peut se manifester par des idées de solitude, d'abandon. Les appels téléphoniques récurrents aussi, ça c'est des choses dont les aidants peuvent se plaindre assez volontiers parce qu'ils sont sollicités en permanence. Très souvent, c'est sous-tendu par une anxiété. Les troubles du sommeil, l'anxiété.
Et puis, ce qu'on appelle le syndrome crépusculaire ou le sunlearning, là, c'est un peu à l'inverse de la dépression. C'est à ce moment de la fin de journée où le soleil se couche, eh bien, il y a des angoisses même très, très archaïques qui peuvent se manifester à nouveau, avec un moment particulièrement difficile à passer pour les personnes concernées. De manière assez caractéristique, d'ailleurs, l'entourage nous dit oui, c'est vraiment au moment où le soleil se couche, parce que finalement, la soirée, ça se passe plutôt bien, même la nuit, il bricole, il déambule, il fait sa vie, mais il y a vraiment le moment du coucher du soleil qui a un passage difficile au cours de la journée. Et puis d'autres manifestations anxieuses qui perturbent beaucoup l'entourage, un peu à la manière des appels téléphoniques récurrents. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Godot, avec l'idée qu'on peut être amené à suivre l'aidant dans tous ses déplacements, même à aller aux toilettes avec l'aidant, ce qui pose toujours problème. Et d'une manière générale, des comportements d'adhésivité où on est sans cesse avec l'aidant dans ces situations où être tout seul, c'est très angoissant. Et puis, donc on a la dépression, l'anxiété, et puis les manifestations psychotiques, les manifestations délirantes. Alors il y a tout un tas qu'on rencontre assez volontiers dans la maladie d'Alzheimer. Je vous en ai mis quelques extraits ici. Alors il peut y avoir des signes dont on ne sait jamais trop à quoi les attribuer, les idées d'infidélité, de suspicion, d'abandon. Les hallucinations acoustico-verbales aussi, par exemple, qu'on peut rencontrer dans la maladie d'Alzheimer, mais qu'on va pouvoir rencontrer aussi dans d'autres maladies psychiatriques. Donc, lorsqu'elles sont présentes et qu'on ne sait pas qu'il y a une maladie d'Alzheimer, eh bien, on peut être assez perplexe. Et puis, il y a des idées délirantes. Parfois, les proches, les aidants, viennent nous voir en nous disant, voilà, il est délirant, il faut faire quelque chose. Et en fait, ça peut un peu se discuter quand même. Est-ce que c'est vraiment des idées délirantes ou pas? Par exemple, je pense aux idées de vol qui sont vraiment caractéristiques quand on a des problèmes de mémoire, c'est qu'on ne retrouve pas un objet et donc on va assez rapidement à la conclusion qu'on nous l'a volé. Souvent, ça porte sur des choses absolument dérisoires, où je pense à cette patiente, par exemple, qui me dit qu'on vient chez elle lui voler des légumes. Bon, de toute évidence, les gens ne cambriolent pas les personnes pour récupérer les légumes, donc on voit un petit peu ce qu'il en est, mais c'est vraiment les problèmes de mémoire qui sont en jeu beaucoup plus qu'une véritable manifestation délirante. Les hallucinations visuelles qu'on rencontre aussi beaucoup plus dans la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées que véritablement dans des maladies psychiatriques. L'idée qu'on n'est pas chez soi, et puis les troubles de l'identification, c'est-à-dire ne pas reconnaître une personne proche. Je vais en dire un petit mot. Ça rejoint un petit peu ce que disait le professeur Vallon à l'instant sur l'idée qu'on peut avoir du mal à reconnaître des visages familiers. Donc les idées délirantes, alors, on essaie de les décrire du mieux possible pour voir comment on va agir, parce que c'est très délicat au plan thérapeutique. Un des phénomènes qui nous embête souvent, c'est les troubles de l'identification, notamment par exemple un syndrome qu'on appelle le syndrome de Capgras, avec la conviction qu'un proche a été remplacé par un sosie qui lui est totalement identique, à l'exception d'un détail. Donc c'est un détail sur le visage où la personne concernée se dit « Ah, c'est pas lui, il a été remplacé par un double et ce double agirait comme un imposteur. » C'est extrêmement dérangeant pour la personne concernée et extrêmement dérangeant pour l'entourage aussi, avec parfois des risques de passage à l'acte sur le persécuteur. Il peut y avoir d'autres syndromes apparentés, l'idée qu'une personne étrangère qui est présente dans la maison, l'idée que les images télévisées sont réelles, l'incapacité à se reconnaître soi-même dans un miroir, par exemple. L'idée, c'est que le traitement spécifique des manifestations délirantes, qui se conçoit tout à fait dans les maladies psychiatriques caractérisées par des idées délirantes, je pense par exemple à la schizophrénie, vont poser beaucoup de problèmes quand on a une maladie d'Alzheimer, et donc on les limite généralement, ces traitements, aux signes délirants qui ont un retentissement sévère. Et en gros, c'est lorsque la sécurité des personnes n'est plus assurée, donc par exemple qu'il y a des manifestations agressives, ou bien un risque, par exemple, de partir de manière inopinée de la maison.
ou une agitation. Et là, je finis très rapidement sur l'agitation et les conduites agressives qui surviennent classiquement lorsque la maladie est évoluée. Ces conduites agressives, l'agitation, c'est pas des maladies à proprement parler, c'est des phénomènes qui surviennent lorsque d'autres manifestations comportementales sont entravées. Je pense par exemple aux déambulations, ça c'est un sujet très important par exemple dans l'institutionnalisation. Lorsqu'on empêche la personne de pouvoir déambuler, de pouvoir aller et venir un peu à sa guise, et bien, il peut y avoir justement ces manifestations comportementales qui se manifestent et qui témoignent d'un inconfort psychique. L'agitation et l'agressivité, c'est très, très souvent circonstanciel. Il faut vraiment rechercher les circonstances et le contexte de survenue de ces phénomènes-là. Rechercher une cause somatique, par exemple, ou bien rechercher une symptomatologie dépressive ou psychotique. Et l'idée, c'est d'agir sur les causes et d'adapter l'environnement plutôt qu'avoir une approche thérapeutique médicamenteuse. Donc, en gros, l'idée, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, il y a quasiment systématiquement des signes psychiques et comportementaux dont je vous ai très brièvement parlé à l'instant, qui ont une très grande influence sur le pronostic fonctionnel de la maladie, le fait de pouvoir rester à la maison, de devoir, par exemple, aller en institution. Dans tous les cas, on essaie de privilégier les approches non médicamenteuses, tout en se disant que la dépression et l'anxiété, ce sont des circonstances dans lesquelles le recours aux médicaments s'envisage volontiers, tant et si bien que lorsqu'on a des signes d'agitation ou des signes délirants, eh bien, on va rechercher les masques dépressifs dont je vous parlais à l'instant pour se dire peut-être qu'on va pouvoir traiter une dépression et qu'on va bien pouvoir améliorer la situation des personnes sans avoir recours à des médicaments qui nous embêteraient beaucoup plus, des médicaments antidélirants. Et puis, lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il y a un problème pour la sécurité, là, on a recours aux médicaments dans les signes délirants et l'agitation, après qu'on a agi, bien sûr, sur l'environnement. Voilà. Merci Martin. Excusez-moi de reprendre la parole. On a épuisé le temps de notre séminaire. Il est 19h. La réunion a été extrêmement riche. Je voudrais remercier nos 3 intervenants. Réellement, ça sort des schémas habituels qu'on a l'habitude de voir sur la maladie d'Alzheimer. À la limite, chacun des thèmes qu'on a pris pourrait justifier d'un webinar. Donc, on peut se poser la question dans nos prochains webinars si ça ne vaut pas le coup d'approfondir pour que tout le monde puisse, si David peut venir, tout le monde puisse poser des questions parce qu'on a eu un chat et des questions très riches. On a répondu à quelques questions à la volée. Promis, on répondra à vos questions. Je réponds à Jacques. Oui, il y a un décret qui est sorti le 3 avril et on fera peut-être un insert là-dessus lors de notre prochain webinar. Donc, le temps qu'on analyse bien ce décret qui est sorti récemment sur la conduite automobile. Je voudrais donc tous vous remercier. Vous donner rendez-vous justement pour le prochain webinar qui sera sur l'hypertension artérielle dont on a déjà parlé. Mais là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'hypertension artérielle représente un vrai risque pour la maladie d'Alzheimer? N'est-ce pas un risque particulier comme on en voit beaucoup? C'est le 5 mai, c'est à 17h30. On espère vous retrouver très nombreux. Et je veux remercier en particulier Marion Ravenot, qu'on ne voit pas, mais qui gère l'ensemble de ce webinaire à merveille. Et bien sûr, Magali, qui a fait une présentation dynamique comme elle sait le faire à chaque fois. Donc, très bonne soirée à tous. Vous nous retrouverez sur le replay qu'on va lancer rapidement sur notre chaîne YouTube. Et promis, on approfondira tous ces points lors de précédents webinaires si nos intervenants sont d'accord pour développer tout ce qui était absolument passionnant. Merci Marie, merci Martin et merci David. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.